Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire RH consacré à la transition écologique et aux compétences. Nous sommes très heureuses de vous retrouver. Je suis Farida Tali, je suis chargée d'affaires emploi formation au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et je suis accompagnée d'Aurélie Lajarige. Bonjour Aurélie. Bonjour. Donc, juste pour vous donner quelques mots sur l'agence, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises accompagne des PME, PMI dans tous leurs projets de développement, d'innovation, de financement, de projets européens, et puis d'emploi, formation et d'attractivité. Donc voilà, on est à disposition sur toute la région pour accompagner les PME, PMI dans leurs projets. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 intervenantes avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, Aurélie Debia et Lorraine Ugolini travaillent pour le Collège d'ingénierie. Donc, je présenterai juste après qu'est-ce que le Collège d'ingénierie. Et puis, Isabelle est notre collègue de l'Isère au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et elle est là pour nous parler d'un projet justement européen qui s'appelle Recentre. Donc, le Collège d'ingénierie, c'est un regroupement d'écoles, donc Centrale Lyon, le NTP, INSA Lyon et Mines Saint-Étienne, qui agissent ensemble autour de la transition écologique dans l'industrie et qui replacent l'ingénieur comme un acteur de cette transition écologique au centre des enjeux industriels. Voilà. Donc, comme vous le savez, vos micros sont coupés, mais Aurélie sera votre voix. N'hésitez pas à poser vos questions, à chatter au cours de l'intervention. Et puis, comme vous le savez aussi, c'est enregistré. On a une petite enquête qui est envoyée aussi à la fin et nous, ça nous aide aussi pour alimenter et prévoir un peu les prochains webinaires. D'ailleurs, à ce propos, on vous avait demandé à l'inscription quels étaient un peu les défis en termes de compétences en lien avec la transition écologique. Et vous nous avez fait remonter un certain nombre d'éléments qu'Aurélie et Lorraine aussi pourront retraiter. Vous avez parlé de transition numérique, d'intégration de la RSE, d'intégrer les mutations, d'accompagner les salariés, de prendre la mesure des enjeux et de mesurer les impacts. Donc, c'est tous ces thèmes-là aussi qui vont pouvoir être traités pendant 1 heure au niveau de ce webinaire dédié donc aux compétences et à la transition écologique. Sans transition, je vous laisse Aurélie et Lorraine œuvrer, sachant que vous allez aborder à la fois les enjeux, les impacts sur les métiers et comment passer à l'action. Et Isabelle nous parlera d'une solution, donc le projet Recentre aussi, pour passer à l'action. Je vous laisse la main. Merci. Donc, effectivement, on vous propose rapidement de faire un panorama des principaux enjeux qui vous impactent, et je pense que vous en vivez certainement certains ou tous au quotidien. Donc, déjà, bien sûr, le cadre réglementaire. Alors, on est à l'heure quand même d'un ralentissement de la réglementation autour de l'environnement. Néanmoins, on est quand même dans un contexte où l'État soutient énormément la transition écologique et l'introduction d'ailleurs de nouvelles technologies en lien avec cette transition, avec par exemple le développement de nouvelles sources d'énergie, tout ce qui va être bien sûr une nouvelle motorisation des transports, avec l'électrique, l'hybride, le développement de l'hydrogène, etc. Avec bien sûr pour objectif de réduire de 35% les émissions de gaz à effet de serre. Donc, une belle enveloppe financière qui est mobilisée au travers de tout un tas de projets. D'ailleurs, notre projet est soutenu dans ce cadre-là, donc autour de ces enjeux. Je vous passe l'exhaustivité des réglementations. Les PFAS, comme vous le savez, sont en train d'arriver. REACH, AGEC aussi, qui tend vraiment vers plus de circularité pour limiter les déchets, préserver les ressources qui deviennent de plus en plus rares et critiques. Et puis, petit focus dans le secteur plutôt bâtiment, construction neuve, avec la RE 2020 qui a beaucoup accéléré la transition écologique et la performance énergétique de ce secteur. Donc voilà, ce n'est pas exhaustif, mais en tout cas pour
vous parler de ce cadre réglementaire, alors qui est très contraignant, certes, mais qui est aussi un accélérateur des transitions et qui a bien cet objectif. Quand je parlais de ralentissement, certains d'entre vous ont dû bien sûr entendre parler de la CSRD. Donc, c'est le rapport extra-financier que certaines entreprises doivent maintenant réaliser et publier avec un engagement aussi sur un plan d'action. La CSRD, très rapidement, c'est d'analyser les impacts de l'entreprise sur l'environnement, mais aussi comment l'environnement impacte l'entreprise et à quels risques et opportunités sont confrontées ces entreprises. Donc, c'est vraiment s'inscrire dans une logique de durabilité et c'est vraiment aussi un outil stratégique. Alors, certes, qui est très fastidieux, les fonctions financières s'arrachent les cheveux, mais en tout cas, dans cette CSRD, il y a plusieurs indicateurs qui sont analysés, donc tout ce qui va être environnement, social et gouvernance. Et dans le pilier social, il y a notamment des indicateurs qui vont porter justement sur les compétences et comment finalement les politiques de développement des compétences, les programmes de formation intègrent justement ces enjeux de durabilité et ces enjeux environnementaux. Cette CSRD, si vous avez suivi, la mise en œuvre a été un petit peu ralentie. Au début, elle concernait les grandes entreprises et puis devait en cascade concerner les plus petites. Donc là, il y a eu un assouplissement et en tout cas, la mise en œuvre qui a été un petit peu retardée. Néanmoins, elle va arriver. Et donc, vu la complexité, plus tôt elle est anticipée, mieux c'est. Et donc, du coup, des enjeux RH à appréhender. Voilà, et puis plusieurs normes, labels, etc. Qui sont attribués aux entreprises et qui intègrent aussi souvent les enjeux de formation et les enjeux RH. Donc, nous, on était à Global Industries ce début de semaine avec quand même beaucoup d'entreprises qui affichent de plus en plus, bien sûr, leurs engagements environnementaux et les référentiels associés. On a parlé effectivement du cadre réglementaire qui aujourd'hui impulse cette dynamique de transformation, mais ce qui peut également impulser cette dynamique, ce sont les nouvelles opportunités stratégiques que cela peut représenter pour les organisations. Donc, effectivement, accéder à des nouveaux marchés, obtenir des avantages concurrentiels. Et cela va passer notamment en grande partie par les émissions des entreprises qui aujourd'hui est représentée en grande partie par les achats. Donc ça, c'est un point effectivement important, notamment dans l'industrie, puisque ce qui représente à peu près 30 à 60% du bilan carbone d'une organisation. Et donc, c'est un levier aujourd'hui, les achats devient vraiment un levier clé, on constate, pour réduire l'empreinte carbone globale, notamment au niveau du scope 3. Donc, si vous êtes à l'aise avec ces notions de scope 1, qui est plutôt lié aux émissions directes, scope 2, émissions indirectes liées à l'énergie, et le scope 3, qui aujourd'hui représente les émissions donc indirectes, notamment liées aux achats, choix de fournisseurs, partenaires, etc. Donc vraiment, voilà, c'est une des opportunités aujourd'hui de revoir sa politique achat. Et donc, il existe également des plateformes comme EcoVadis qui permettent justement de prendre cette décision au niveau des achats, d'analyser sa politique, de noter les entreprises également sur leurs pratiques durables, de mesurer leur engagement RSE, mesurer également leurs clients, partenaires, en tout cas d'améliorer leurs pratiques plus globalement et de prendre en compte tous les grands thèmes liés à cette transformation, environnement, social, tout à l'heure tu en parlais dans le cadre de la CSRD notamment, de gouvernance et donc les achats également qui représentent un point clé. Je vais peut-être citer un exemple, Aurélie. Oui, on vous a mis quelques exemples là d'entreprises qui imposent à leurs fournisseurs et dans le choix des fournisseurs un certain nombre d'indicateurs, voire même qui accompagnent leurs fournisseurs dans cette transformation. C'est le cas de Schneider, par exemple, qui a tout un programme Zéro Carbone Project qui a pour ambition de réduire les émissions et d'accompagner les fournisseurs dans ces démarches-là. Donc,
on peut citer effectivement Schneider, Michelin. Dans la commande publique, la SNCF intègre davantage dans les marchés publics une notation qui est de plus en plus importante sur les engagements environnementaux des fournisseurs. Donc, c'est bien sûr une opportunité pour pouvoir travailler avec certains donneurs d'ordre et finalement, ça peut tendre à être une condition sine qua non demain. Autre opportunité, sans les citer en détail, mais c'est aussi aujourd'hui l'occasion de réduire ses coûts opérationnels, d'accéder également à des financements préférentiels. Donc, si tu veux, Farida, passer à la slide d'après, je m'excuse. Voilà, et d'anticiper plus globalement la raréfaction des ressources qui aujourd'hui est un des enjeux importants des industriels. Et un point important aujourd'hui, voilà, qu'on souhaitait mettre en avant également, est lié à l'attractivité aujourd'hui des talents. Puisque on constate, selon différentes études qu'on a citées, qu'aujourd'hui, les jeunes générations sont très soucieuses de l'engagement des entreprises pour lesquelles elles vont postuler, voilà, et refusent même parfois, c'est un des critères clés, d'aller travailler dans certaines entreprises qui n'auraient pas engagé cette transformation. Voilà, il y a vraiment un enjeu d'attractivité, de développement également des compétences pour retenir les talents, d'autant plus dans un contexte où les savoirs évoluent très rapidement et où les recrutements deviennent vraiment des défis. Voilà, donc les entreprises doivent prendre tout cela en compte. Voilà. On peut passer à la suite. Donc là, pour poursuivre, nous avons souhaité faire un focus autour vraiment des compétences, revenir plus en détail effectivement sur cette notion de compétences vertes, verdissantes. Donc, pour poursuivre, en fait, l'État aujourd'hui a mis en place certains programmes qui permettent d'impulser ces transformations écologiques. Donc, nous avons choisi ici de parler plutôt du Fonds de transition juste, qui est un programme, à notre sens, important, puisqu'il intègre un plan territorial qui permet d'établir un diagnostic économique et social face aux enjeux de transition écologique et permet de déterminer un périmètre sur des territoires, des périmètres d'action et de transformation. Et donc, aujourd'hui, en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, on va citer la vallée de la Chimie qui est concernée par ce programme de transformation, l'agglomération grenobloise également, le Rhône, le Dauphiné, voilà, de manière plus globale. Et certaines filières, plus que d'autres, vont être représentées dans le cadre de ce programme pour impulser, accompagner à la reconversion économique de ces zones. Et donc là, on va retrouver notamment tout ce qui est territoire minier, industriel. Donc là, on a cité les trois grandes filières aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes qui sont impactées par cette transformation et cette reconversion. Et l'idée, c'est vraiment d'aller les soutenir pour qu'elles puissent engager derrière des transformations au niveau de leurs procédés de fabrication, notamment on va citer l'exemple par exemple de la métallurgie aujourd'hui qui a connu des difficultés économiques liées notamment au Covid, mais pas que. L'aéronautique est concernée, l'automobile est concernée et l'idée aujourd'hui à travers ce type de programme, c'est de les accompagner vers la transformation de leurs procédés et cela va automatiquement derrière impacter les compétences dans l'entreprise, soit d'amener les collaborateurs vers d'autres métiers, mais aussi de les amener vers le verdissement, entre guillemets, de certaines compétences pour intégrer de nouveaux procédés, travailler avec des nouveaux matériaux, intégrer voilà, des nouveaux processus de production, de stockage qui intègrent toutes ces notions de décarbonation. Voilà, donc c'est effectivement tous ces programmes qui permettent aujourd'hui de cibler certaines actions et on ne pouvait pas passer à côté d'études qui avaient été menées, qui ont été menées. Donc, les données remontent un petit peu,
elle date de quelques années, mais c'était important de retracer ce qui aujourd'hui est la tendance finalement depuis quelque temps. On constate effectivement qu'il y a une vraie transformation qui s'opère. Alors là, en l'occurrence, on a fait un focus sur une des études qui a été menée par l'APEC, donc sur les métiers des cadres, mais on constate qu'aujourd'hui, voilà, tous les métiers vont être impactés, hein, pas uniquement et les métiers industriels et également les autres secteurs d'activité. Mais l'idée, là, à travers ces études, c'est de montrer que aujourd'hui, on tend vers la création de nouveaux métiers, mais pas que. Encore une fois, c'est vraiment ciblé vers les entreprises ont souhaité en fait s'emparer de cette transformation environnementale. Tout ça a été impulsé, comme on l'a dit en introduction, hein, par de nombreuses réglementations, dispositifs et des opportunités. Donc, les entreprises se sont vraiment emparées de ces sujets environnementaux. Et voilà. Et aujourd'hui, cela impacte vraiment les compétences plus globalement. Et donc, la transformation de ces compétences. Donc, je ne citerai pas toutes les données chiffrées, mais vous aurez de toute façon accès à ces données dans un deuxième temps. Voilà. Donc, autre point important également, régulièrement, donc là, on a pu constater effectivement qu'il y a eu une vague de métiers émergents. Et ça ressort régulièrement de publications menées par France Compétences qui régulièrement publient une liste de métiers, des guides de métiers qui sont particulièrement impactés par ces évolutions et ces émergences. Notamment, par exemple, là, pour la dernière liste qui est sortie en 2025, France Compétences répond à la fois aux grandes orientations nationales, au plan d'investissement notamment de France 2030, notamment en lien avec la décarbonation de l'industrie, les véhicules électriques, hybrides, le nucléaire, etc. Donc voilà, il y a vraiment aujourd'hui une prise en compte également de tous ces enjeux au niveau des compétences plus globalement. Voilà, donc avec ces publications régulières. Alors, c'est vrai qu'on a constaté depuis 2023 qu'il y avait une tendance vers un recrutement, vers de nouveaux métiers émergents. Néanmoins, en 2024 notamment, il y a eu une recrudescence là plutôt d'émergence au niveau des métiers du numérique. Et effectivement, ça a un petit peu ralenti. Le recrutement de ces métiers verts. Et la trajectoire aujourd'hui montre finalement que la tendance est aujourd'hui moins engagée autour des métiers verts, mais plutôt au verdissement des compétences. Voilà. Et cela rejoint ce qu'on disait tout à l'heure en préambule, c'est que vraiment, voilà, face à une difficulté de recrutement, etc., les entreprises aujourd'hui, c'est ce qu'on constate à travers des études, mais même, cela fait aussi écho avec les retours du terrain, qu'elles ont plutôt volonté à faire évoluer en interne leurs compétences. Voilà. Et j'ajouterais pour rebondir effectivement sur les métiers numériques, un des métiers phares 2024 était Data Scientist et on fait le lien aussi transition écologique et transition numérique dans le sens où le numérique est aussi un outil qui aide aux transitions. Et donc, il y a de plus en plus de capteurs, de digitalisation des procédés, mais qui sont, pas que, mais en tout cas, au service de la transition écologique. On parle de l'IA qui permet le tri des matières, par exemple, les capteurs qui permettent aussi une maintenance prédictive. Et donc, c'est aussi le fameux IT for Green, pardon pour l'anglicisme, mais en tout cas, la data science au service de la transition. Une chose, si on s'appuie sur une autre étude aussi qui nous paraissait intéressante, peut-être l'avez-vous déjà entendu, c'est l'OPCO2I qui a mené une grosse étude sur justement l'impact de la transition écologique sur les fonctions et les métiers, et plus particulièrement sur l'ingénieur de demain. Je sais qu'ils vont prochainement réactualiser ces études. Néanmoins, elles demeurent quand même assez fiables. Et là, on voit, c'est intéressant que finalement, toutes les fonctions de l'entreprise sont impactées. Donc nous, c'est sûr, en tant que réseau d'écoles d'ingénieurs, on va plutôt se concentrer sur la deuxième brique, donc les métiers de la R&D, où par exemple,
On voit qu'il y a de plus en plus d'intégration d'enjeux de durabilité dans la politique de conception. Le travail aussi sur les nouveaux matériaux et sur la caractérisation des nouveaux matériaux, biosourcés par exemple ou recyclés, mais aussi tout ce qui va être lié aux procédés de fabrication, à la décarbonation des procédés de fabrication, à la gestion de l'énergie, des énergies renouvelables, au mix énergétique. Ça, on le voit beaucoup effectivement dans les équipes ingénieurs, techniciens, responsables de sites. Néanmoins, il y a aussi, et on le voit en première ligne, les métiers de l'achat, de la supply chain, de la logistique, avec de plus en plus, et on l'a vu effectivement dans ce que vous nous avez exprimé dans le recueil de vos sujets, des enjeux en termes d'achat responsable, d'achats locaux et de réorganisation de toute sa logistique, de ses transports, de ses chaînes d'approvisionnement. Et avec aussi la logistique des déchets qui commence à émerger. Et puis, bien sûr, d'autres fonctions de l'entreprise, c'est marketer autrement, c'est vendre autrement, c'est défendre aussi un prix peut-être plus élevé, mais parce que plus de performance environnementale. Et c'est bien sûr, au niveau des fonctions RH, et c'est tout notre sujet, identifier les nouvelles compétences qui sont nécessaires pour atteindre la feuille de route environnementale de l'entreprise. Et donc, si on fait un focus un petit peu plus particulier vers le périmètre qu'on connaît un petit peu plus, qui sont effectivement les profils ingénieurs et techniciens. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que dans ce que vous avez exprimé dans le questionnaire, beaucoup de sujets techniques ont été cités, l'analyse de cycle de vie, l'éco-conception, la biodiversité, la gestion des déchets, etc. Donc, certes, c'est fondamental que de faire évoluer des compétences techniques. Et donc, on s'inscrit bien effectivement dans essentiellement le verdissement des compétences qui a été cité tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avant tout, les compétences de base de l'ingénieur ou du technicien demeurent. Et ce n'est pas tant acquérir de nouvelles compétences, c'est surtout partir des compétences de base et les faire évoluer, les verdir, c'est pas très beau, pardon, mais les faire évoluer vers plus de performance environnementale. Mais c'est aussi important de souligner, et nous on le voit beaucoup au contact d'entreprises, l'ingénieur de demain, le technicien de demain, il a aussi un rôle de plus en plus social quelque part à jouer, dans le sens où il va devoir aussi beaucoup conduire le changement, communiquer. Et donc, la nécessité aussi d'acquérir de nouvelles compétences qui ont plutôt attrait aux soft skills et qui sont sans doute moins appréhendées dans les formations initiales des écoles d'ingénieurs. C'est d'ailleurs une évolution qui est en train de se passer avec cette dimension-là qui est beaucoup maintenant intégrée dans les cursus de formation. Mais c'est important, c'est fondamental au niveau des salariés en poste, et notamment les profils techniques, d'inclure aussi ces nouvelles compétences. Et si on prend un exemple d'un industriel, alors je ne peux pas le citer, mais en tout cas qui est vraiment engagé dans un processus de transformation, et en fait, il traite le sujet comme certains par groupe de travail. C'est-à-dire qu'il y a la feuille de route stratégique, et puis ensuite, en fonction des métiers dans l'entreprise, il y a des groupes de travail qui sont constitués pour imaginer les solutions techniques de demain pour mieux gérer certains projets et du coup atteindre l'objectif stratégique de l'entreprise. Donc, il y a effectivement des problématiques techniques qui se posent et donc avoir l'enjeu d'avoir un état de l'art aussi des dernières technologies, des innovations, des nouvelles manières de faire pour reconsidérer ces pratiques, mais aussi l'importance de conduire ce groupe de travail, de maintenir la dynamique, de conduire le changement, de lever des réticences, parce que parlons clairement, et c'est ressorti aussi au début dans vos retours, faire autrement, c'est chronophage, ça enquiquine aussi. Donc, il y a aussi toute cette notion d'accompagner le changement, de communiquer aussi autour, auprès, par exemple, parfois de pouvoirs publics, de la société, quand il y a des concertations, etc. Et ça, c'est assez émergent.
Et donc, écoles d'ingénieurs, effectivement, ont un rôle à jouer dans cette transformation. Et c'est en cela que le fameux collège d'ingénierie dont a parlé Farida tout à l'heure a été créé. Donc, l'alliance de 4 écoles d'ingénieurs sur Lyon et Saint-Étienne. Et dans l'idée de dire on allie nos expertises qui sont très complémentaires autour de 3 grands enjeux, la décarbonation, l'économie circulaire, le numérique responsable. Et donc, nous, on travaille à la création et à l'évolution d'une offre de formation pour les salariés des entreprises, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de choses qui évoluent. La formation initiale des futurs ingénieurs qui intègrent ces enjeux, la création de bachelors aussi, assistants ingénieurs pour les transitions, autour de ces enjeux, la recherche, l'entrepreneuriat, etc. Farida ou Aurélie, pardon, je vous laisse. Oui, non, c'est pas grave. On va lancer un sondage. Vous allez avoir droit, effectivement, de pouvoir choisir. Donc, je vais le lancer. Je vous dis la question entre-temps. Normalement, vous devez le voir. Donc, où en êtes-vous aujourd'hui dans la gestion des compétences avec la transition, effectivement, écologique? Plusieurs réponses, notamment 4. La première, nous commençons à nous informer. Nous avons lancé une démarche GEPP, GPEC et RSE. Nous avons déjà identifié les compétences à faire évoluer ou nous disposons effectivement déjà d'un référentiel ou d'un outil interne. Ça, c'est bien, ça avance. Allez-y. Ça bouge, hein. On voit déjà une thématique qui se détache très largement. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, je termine. Je partage. Est-ce que tout le monde voit ? Donc, 45%, nous commençons à nous informer, ça a bougé au dernier moment. Nous avons lancé une démarche, donc 27%, et 9%, nous avons déjà identifié les compétences à faire évoluer. Et 18%, nous disposons d'un référentiel et d'un outil interne. Voilà. Donc, on est presque à la moitié. Nous commençons à nous informer. On est dans la sensibilisation. Donc, vous avez bien fait d'être là aujourd'hui. On espère vous apporter quelques billes. Et effectivement, cette étude, ce sondage, confirme bien une étude qui a été menée là récemment par le Shift Project. Et en fait, on voit bien que la majorité des entreprises ont conscience que la transition écologique va avoir un impact, la transition numérique aussi, bien sûr, mais finalement, toutes les entreprises, un tiers, et c'est déjà très bien, mais en tout cas, il y a encore un chemin à faire pour mettre en place une démarche de GPEC verte, on va dire simplement. Et donc, il y a quand même pas mal de défis qui se posent pour mettre en place cette GPEC verte. C'est ce qu'on se propose de partager. Et aussi, vous partagez un retour d'expérience sur une méthodologie qu'on a mise en place, qu'on a aussi éprouvé auprès d'un industriel qui est la CNR, donc ils nous ont autorisé à les citer. On ne dévoilera pas bien sûr les résultats qui sont confidentiels, mais en tout cas on va pouvoir s'appuyer sur ce travail qu'on a mené d'accompagnement aux côtés de la CNR et qui peuvent vous donner quelques billes méthodologiques. Donc oui, pour rentrer maintenant un peu plus en détail sur ce travail. Alors, effectivement, là, on s'adresse à des organisations qui disposent déjà d'une feuille de route environnementale qui aurait aujourd'hui pour mission donc, de construire ce fameux plan d'évolution des compétences aligné avec ces enjeux stratégiques. Puisque c'est vrai qu'à ce stade de la démarche, à ce niveau de maturité, l'entreprise a un enjeu derrière de créer l'adhésion de ses parties prenantes, de mobiliser ses acteurs pour impulser cette nouvelle stratégie. Et donc, on se rend compte aujourd'hui, après même avoir échangé avec de nombreuses organisations, que identifier les savoirs, le savoir-être, savoir-faire,
en tout cas acquérir ou renforcer ces nouvelles compétences est un exercice complexe qui aujourd'hui voilà, nécessite quand même une analyse fine des compétences actuelles. Nécessite aussi d'aller anticiper les besoins futurs, d'aller identifier les métiers clés également à cibler dans le cadre de cette transformation. Et derrière engendre tout un processus de priorisation des profils à former pour optimiser ce plan de développement des compétences. Et c'est là où, du coup, est nécessaire de poser une méthodologie. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a tenté aujourd'hui de tester et avec, donc, comme on l'expliquait, la CNR. Et donc, pour pouvoir vous aider à aligner, en fait, ces compétences à ces orientations stratégiques. Donc, ce travail structuré en 3 grandes étapes, dont la première étape va être plutôt le cadrage de la démarche, où là, on aligne les enjeux stratégiques avec les enjeux métiers et compétences de l'entreprise. On reviendra évidemment un peu plus en détail pour chacune des étapes sur le processus et les différents phasages à prévoir dans un deuxième temps. Deuxième étape, donc là, on est plutôt sur cette phase de diagnostic des compétences où là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. On applique vraiment la méthodologie pour identifier, qualifier et prioriser les compétences à acquérir ou à faire évoluer, en fonction des métiers cibles, bien sûr, qui auront été déterminés avec l'organisation. Et la troisième étape va là plutôt consister à formuler des recommandations et disposer d'un plan d'action adapté aux besoins réels des métiers et des collaborateurs en fonction donc de la stratégie et de l'enjeu qu'aura l'organisation. Donc, pour rentrer maintenant un peu plus en détail sur le déploiement de cette méthodologie structurée, donc pour revenir sur l'étape de cadrage, c'est là où il y a à ce moment-là un enjeu d'adhésion des parties prenantes, vraiment, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, où on va définir avec les équipes de direction le périmètre d'intervention, la construction du cahier des charges. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller réfléchir ensemble, déjà de s'acculturer à l'entreprise et de comprendre comment fonctionne l'organisation, pour ensuite, derrière, aller poser, identifier le panel de personnes à faire évoluer, en tout cas de métiers, je dirais même plus précisément, de métiers cibles à faire évoluer dans le cadre du périmètre qui aura déterminé. Donc, pour citer un périmètre, voilà, ça peut être au sein d'une organisation qui dispose de différents départements, le département de l'ingénierie qui aujourd'hui souhaite faire évoluer ses métiers, voilà, ne sait pas a un enjeu de décarbonation. Voilà, pour donner un contexte quand même, et ne sait pas quel métier cibler aujourd'hui en priorité pour faire évoluer ses compétences. Donc, tout ce travail, en fait, toute cette étape-là préparatoire va consister à poser tous ces éléments de cadrage. Dans l'idée derrière de définir ensemble un cahier des charges avec les attendus de ce travail plus global. Et pour illustrer, d'aller se dire, ben voilà, dans le service ingénierie, il y a telle famille métier, les ingénieurs, les chefs de projet, les référents métiers, et donc d'identifier quelles sont exactement, effectivement, les familles métiers qui doivent être interrogées dans cette optique, justement, de recueillir les données utiles. Une fois cette étape clé posée, derrière, on amorce la phase de lancement qui là va être plutôt orientée collecte de données RH. Donc c'est là où il y a toute une analyse de fiches de poste qui peut être opérée, définition également, et là c'est un point très important, de la gouvernance du projet, puisqu'on s'est rendu compte à travers donc notre retour d'expérience là que la constitution de l'équipe projet a toute son importance. Pourquoi ? Parce qu'il est nécessaire, il est important que
les différentes fonctions de l'entreprise soient représentées dans ce groupe de travail pour décloisonner la réflexion, pour apporter une vision systémique à l'analyse qui sera menée ensuite sur les compétences, puisque comme on le disait, aujourd'hui, la transformation des compétences n'est pas que technique, est beaucoup plus globale, peut-être également peut toucher des métiers beaucoup plus transverses, des fonctions support, et tout est finalement lié. Et on s'est rendu compte finalement que, oui, là, par exemple, on ciblait le département de l'ingénierie, mais que d'autres départements étaient concernés en cascade, finalement, par la transformation des compétences. Pourquoi? Parce que les ingénieurs vont derrière travailler aussi en étroite collaboration avec le service achat, avec le service informatique, voilà. Et donc, tout ça est quand même un point clé à retenir. Et j'ajouterais que la définition de la gouvernance et l'implication de l'équipe, c'est une étape fondamentale. C'est certes chronophage, mais il faut être connecté déjà aux réalités du terrain. Et ce qui était essentiel aussi, et ce qui a été un des facteurs clés de succès, c'est qu'à la fois, il y avait un groupe stratégique, donc là où on réunissait autour de la table fonction RSE, fonction RH formation et fonction technique. Et que vraiment, il y avait un enjeu à ce que toutes ces fonctions travaillent ensemble parce que chacun avait un élément d'éclairage et par exemple, c'est la fonction RH qui allait négocier derrière un plan de formation spécifique ou la RSE, etc. Donc, vraiment l'importance d'avoir un groupe de travail qui est plus centré gouvernance, pilotage du projet et qui derrière devra aussi défendre certaines orientations auprès de la direction. Donc, des personnes plutôt gouvernance, mais aussi des groupes de travail qui sont plus opérationnels pour pouvoir pousser l'analyse et qu'elle soit la plus connectée possible aux réalités du terrain. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes groupes de travail, mais en tout cas, d'avoir un groupe gouvernance et un groupe opérationnel. Ouais. La seconde étape, qui là est beaucoup plus ciblée autour de l'analyse des compétences. Donc, une fois que toute cette étape préalable a été posée, l'équipe projet posée également, vient derrière, du coup, l'analyse vraiment là, terrain des compétences. Et donc, il y a tout un travail qui a été mené, en tout cas, pour construire donc une grille d'entretien, réfléchir aux métiers cibles à aller interroger et du coup, nous permettre derrière d'obtenir vraiment une vision claire et structurée des compétences actuelles et des compétences futures sur les métiers cibles qui auront été déterminés au préalable. Donc voilà, il y a toute cette étape-là d'analyse des compétences qui se fait à travers des entretiens. Et comme du coup, je rebondis sur ce que tu disais, Aurélie, par rapport au fait que, je dirais, la valeur ajoutée aujourd'hui de ce travail est vraiment d'aller à la rencontre du terrain, d'aller décloisonner les différents services, d'aller comprendre vraiment ce qui se joue vraiment en grandeur réelle auprès des équipes opérationnelles. Voilà, et l'étape qui a suivi donc derrière a été d'aller analyser et consolider toutes ces données pour derrière en faire ressortir vraiment les grandes compétences critiques aujourd'hui à faire évoluer. Donc là, vraiment, pour reprendre à cette étape, le diagnostic des compétences ici, c'est vraiment je vais aller voir, toujours dans cet objectif de décarbonation, je vais aller voir quelles sont les compétences actuelles métier par métier, en tout cas métier cible, et je vais aller analyser les compétences critiques qui aujourd'hui, dans cet objectif de décarbonation, ont besoin d'évoluer, ont besoin, soit on est sur des nouvelles compétences à acquérir, soit on est effectivement sur des compétences à faire évoluer, voilà, en repartant des compétences fondamentales toujours de chaque métier. Voilà, donc vraiment, ça, c'est une des étapes clés également de cette méthodologie, qui est voilà, d'aller coter toutes ces compétences actuelles et futures. Et donc, il y a eu un travail au démarrage d'aller identifier quels allaient être les critères de cotation pour déterminer quelles étaient les compétences prioritaires à faire évoluer prioritairement, parce que bien sûr, il y a une logique derrière financière de gestion du plan de formation. Donc, qu'est-ce qu'il faut prioriser? Donc, on s'est mis d'accord au départ sur des critères, comment noter de manière très objective
chacun de ces critères, et pour pouvoir effectivement, une fois le recueil des compétences faites, identifier celles qui étaient à soutenir prioritairement. Et j'ajouterai un point, c'est que ce qui était déroutant dans cette mission, c'est qu'on a passé finalement beaucoup de temps sur les compétences actuelles avant de s'intéresser aux compétences futures. Et en fait, c'était fondamental de passer du temps sur les compétences actuelles, déjà pour mesurer l'écart entre le présent et le futur, et puis également de partir d'une réalité opérationnelle. On l'a beaucoup dit, mais on insiste là-dessus, parce qu'il y a certes des fiches de poste, des référentiels de compétences qui existent aujourd'hui dans les organisations, en tout cas dans la plupart des organisations. Il y a la vue aussi du manager, mais quand on confronte à ce que réalise effectivement le collaborateur sur le terrain, il y a souvent des écarts entre la représentation du manager ou les documents écrits dans l'entreprise. Et donc, c'était important de partir d'un diagnostic robuste de l'existant avant de s'intéresser au futur. Sinon, la vue était un peu biaisée et finalement, la mesure de l'écart du chemin à parcourir était là aussi biaisée. Et pour enchaîner sur la troisième étape de cette méthodologie, c'est là où toute la dimension technique et prospective apportée par les écoles ont permis de venir consolider cette fameuse cartographie donc des compétences actuelles pour apporter cette projection. Donc là, cela est venu compléter l'analyse par l'enrichissement par un expert technique qui avait effectivement cette dimension technique, bien sûr, mais également prospective des métiers, et donc pour nous permettre d'anticiper l'évolution de certaines compétences, c'est-à-dire voilà, sur un métier, un chef de projet en génie civil, aujourd'hui, quels sont concrètement par rapport à l'état de l'art et par rapport aux compétences fondamentales que cette personne a et doit faire évoluer, et d'aller croiser ça voilà, avec cette vision recherche aujourd'hui, encore une fois, des experts techniques des écoles. Et donc tout ça, ensuite, a été formalisé par un référentiel de compétences actuelles et futures, qui a repris derrière donc toutes les cotations qu'on évoquait, les écarts qui ont été identifiés donc pour chaque métier cible, encore une fois, et de dire voilà, tel métier aujourd'hui maîtrise telle et telle compétence, mais dans un objectif de décarbonation, aujourd'hui, il sera nécessaire de faire évoluer telle ou telle compétence et de rentrer un peu plus finement dans le détail de ces nouvelles compétences à acquérir. Si on prend un autre exemple, un ingénieur études, par exemple, OK, il conçoit. Demain, éco-concevoir, très précisément, ça veut dire quoi? Voilà, on est allé dans ce niveau d'analyse. Éco-concevoir, ça veut dire savoir réaliser une ACV, une analyse de cycle de vie, pardon. Ça veut dire caractériser les matériaux, les nouveaux matériaux en fonction des propriétés qu'on en attend. Ça veut dire connaître aussi la réglementation environnementale pour vérifier qu'on soit en conformité. Enfin voilà, c'est aller dans ce niveau de détail et toujours de réalité opérationnelle. Voilà, pour se projeter également en situation de formation et de mise en œuvre opérationnelle dans son activité. Oui, et donc pour reprendre ce que tu disais, toujours pour se projeter dans cette dimension opérationnelle, une fois que le référentiel de compétences a été finalisé, s'en est suivi derrière un référentiel de formation. Et c'est là qu'on intègre toute la dimension plan de formation, plan d'action à mettre en place, où on va identifier les thématiques de formation, les niveaux d'apprentissage associés, les modalités les plus adaptées pour pouvoir derrière faire évoluer les compétences identifiées. Voilà, donc vraiment ce plan d'action formalisé à travers ces deux référentiels. Aurélie, Lorraine, je me permets, le temps passe. Oui, voilà. Encore une minute? Oui. Et juste, j'ajouterais aussi une recommandation en termes de priorisation de déploiement,
parce que là encore, il y a une réalité budgétaire, bien sûr. Donc, il y a l'idéal au niveau du plan de formation, mais il y a aussi qu'est-ce qui paraît être prioritaire et où mettre l'effort de formation. Et peut-être que tout ne passe pas par de la formation. Peut-être que ça passe par la création d'outils métiers. Peut-être que c'est s'appuyer sur l'expertise de référents métiers pour lesquels il faudra mettre le poids du corps, mais qui deviendront personnes ressources derrière. Donc, c'est aussi formuler des recommandations de déploiement. Après, c'est bien sûr à l'industriel de s'emparer de ce livrable-là, de se l'approprier et de bien sûr jongler avec la politique de l'entreprise et les budgets associés. J'irai très très vite ici. Vous l'avez cité, il faut un ancrage fort et un portage fort de la direction au niveau de ces enjeux de transition, hein, bien sûr, pour derrière faire ruisseler tout ça au niveau des équipes. Un groupe de travail qui soit impliqué, parce qu'à chaque étape, il a été important de challenger notre analyse et vérifier qu'elle soit bien conforme. Donc là, il faut quand même si on a fait le gros du job, mais il faut quand même que l'équipe projet soit impliquée. J'ai parlé tout à l'heure du diagnostic initial robuste, ça c'était vraiment un point clé. Et puis, bien sûr, être dans une démarche itérative, hein, puisqu'on n'a pas une méthode qu'on va pouvoir reproduire à l'identique dans chaque organisation. Il faut bien sûr s'adapter au degré de maturité et aux spécificités métiers de l'organisation. Voilà. Et je pense que ce qui est à souligner aussi, et Lorraine l'a dit tout à l'heure, on pense qu'une plus-value forte, c'est vraiment l'intervention d'un expert métier qui a cette dimension prospective. Pourquoi? Parce que ce qui remonte, c'est que, et vous devez le vivre au quotidien pour les RH autour de cette visio, les collaborateurs expriment ce qu'ils maîtrisent aujourd'hui. Et c'est compliqué d'être dans une vision prospective. On formule des besoins par rapport à ce qu'on connaît. Or, là, on est dans un contexte d'incertitude. Donc, d'avoir à la fois un expert technique et une vue prospective, on pense que c'est vraiment une plus-value et à la fois quelque chose qui est indispensable pour pouvoir bâtir ce plan d'évolution. Voilà, donc nous, on a choisi de mener ce travail sous le format d'un accompagnement. Alors, le bénéfice d'un accompagnement, c'est qu'il y a aussi le regard extérieur, la neutralité de l'acteur qui réalise l'accompagnement et que ça permet vraiment la liberté de parole pour les personnes qu'on interviewe. Nous, ça permet de prendre du recul, d'avoir un œil nouveau aussi sur l'organisation de l'entreprise. Donc ça, cette fameuse neutralité et regard extérieur, c'est vraiment un plus de l'accompagnement. Et puis, c'est une mission qui est chronophage aussi, donc vous n'avez peut-être pas le temps de gérer ça. Après, c'est aussi bien sûr un budget et ce n'est pas adapté forcément à toutes les tailles d'entreprise. Et du coup, nous, on a souhaité aussi proposer cet accompagnement sous le format formation, c'est-à-dire, et du coup, choisir de former certaines personnes clés dans l'entreprise en charge de mener ce projet et les former à la méthodologie pour que derrière, elles aient tout ce qu'il faut pour pouvoir déployer. Formation qui intègre aussi un suivi post-formation, une sorte de tutorat pour, à un moment clé, lever d'éventuels verrous sur le déploiement opérationnel de la méthode. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, on a mis le lien. Et donc, pour compléter nos propos, on vous met également le lien vers une interview qui avait été menée avec justement le directeur projet qui avait été rattaché à la direction de l'ingénierie de la CNR, où on témoignait effectivement de cette collaboration qui avait été menée. Donc, n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo. Et pour conclure, la méthode qu'on a présentée, l'offre de formation associée est dans la deuxième partie de notre offre qui s'appelle l'adaptation des fonctionnements. Très rapidement, notre offre de formation, elle s'organise sur différentes étapes du processus de transformation. Quand vous avez besoin d'embarquer les collaborateurs, de sensibiliser, il y a une partie de l'offre et là, on croit beaucoup à faire intervenir des experts techniques des écoles, des experts scientifiques, parce que l'enjeu, il est vraiment de partager sur les connaissances, de discuter sur les connaissances scientifiques et pas sur les opinions de chacun. Ça, c'est fondamental. L'adaptation des fonctionnements, là, on va retrouver des sujets supply chain, achat, décarbonation des procédés de fabrication, conception durable en intégrant ces enjeux. Carto des compétences, on en a parlé.
Et puis, des formations vraiment plus techniques, gestes métiers, la caractérisation de matériaux, l'analyse de cycle de vie, l'éco-conception, la biodiversité. Donc voilà, vous retrouvez toutes les infos si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil. Il y avait l'idée de proposer peut-être un atelier pour des PME de plus petite taille. Donc ça sera quelque chose qui sera proposé, c'est ça, Aurélie et Lorraine? Oui, c'est ça. Pour les entreprises qui aimeraient aller plus loin dans la réflexion, on a imaginé avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises organiser un atelier où là, vous aidez à réfléchir à quelles sont finalement les conditions à réunir et travailler sur vos cas concrets de conditions à réunir pour pouvoir favoriser cette construction de référentiels durables. N'hésitez pas à nous le faire savoir à la suite de ce webinaire. Merci beaucoup, Aurélie et Lorraine. Maintenant, on va passer la main à Isabelle, qui a été très patiente, pour qu'elle nous explicite un petit peu une des solutions envisagées dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Recentre. Isabelle, je te laisse la main. Merci à vous, merci à toi Farida. Donc Isabelle Bergera, moi je travaille en Isère, donc je suis une collègue de Farida et Aurélie, comme ça a été dit précédemment, et j'ai intégré un projet européen avec une autre collègue de Haute-Savoie qui s'appelle Armelle, puisqu'on est les deux protagonistes de terrain. Un projet européen donc, qui s'appelle Recentre et qui a pour, donc porté par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, c'est une de nos missions, d'accompagner les PME et les ETI industriels et services à l'industrie vers les technologies 5.0. Rapidement, 5.0, c'est sûrement un terme que vous connaissez, c'est l'intégration du numérique, c'est accompagner l'entreprise vers les transitions numériques, écologiques et tout ce qui concerne aussi les collaborateurs, l'organisation, la gouvernance d'une entreprise. Donc là, il y a par exemple l'intelligence artificielle, tout ce qui est automatisation dans les process de production, etc. Dans ce groupe, il y a 13 partenaires européens. Donc, on se réunit régulièrement pour bâtir ce projet et puis aller chercher les entreprises intéressées. Et juste pour vous dire, le projet Recentre, donc ça fait partie d'un plus gros, d'un plus gros programme qui s'appelle Interreg Espace Alpin. Donc, en fait, ce sont des financements pour des actions vers notamment l'environnement, l'écologie. Est-ce que tu peux passer? J'ai la main ou pas? Non, j'ai pas la main. Alors, l'idée, c'est de partir de vos besoins. C'est-à-dire que si vous vous reconnaissez dans ces besoins-là, c'est-à-dire que soit vous avez déjà beaucoup automatisé ou vous avez des projets, vos clients, vos grands donneurs d'ordre vous obligent à… Enfin, vous poussent, vous incitent, pardon, à moderniser, à digitaliser. En parallèle, vous avez initié ou pas des actions environnementales. On a parlé éco-conception, éco-circulaire avec Aurélie et Lorraine, ou alors ce sont des mots complètement inconnus, mais en tout cas, vous sentez qu'il y a un sujet qui est celui-ci. Et puis, côté collaborateur, côté organisation de l'entreprise, vous pressentez que pour soutenir ces transitions, on en a parlé longuement, vous devez accompagner vos collaborateurs sur le développement des compétences, mais aussi peut-être revoir votre organisation et surtout et sûrement impliquer davantage vos collaborateurs puisqu'ils vont être en interaction avec des machines. Donc, voilà, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez amorcé, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez un budget alloué ou pas? Si tu peux, merci beaucoup. Et du coup, ce projet Recentre, concrètement, c'est vous accompagner sur tous ces sujets-là, où que vous en soyez, selon votre maturité. Je parlais de cibles, donc les PME sont prioritaires, mais il y a aussi, sont éligibles également les ETI. Et il y a des secteurs qui pourront peut-être s'étendre dans les semaines à venir, mais pour l'instant qui sont privilégiés, qui sont la mécatronique, l'automobile, la bioéconomie. L'automobile, c'est toute la chaîne de valeur. Bioéconomie, c'est l'économie des bioressources. Donc, c'est par exemple une industrie qui va travailler à partir de plantes et qui va concevoir un produit. Et mécatronique, c'est la synthèse de la mécanique, l'électronique, l'informatique, l'automatisme pour arriver à concevoir et fabriquer des produits. Vous êtes dans ces cibles-là et vous êtes sur les départements de l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Haute-Savoie, l'Isère, Rhône, Savoie, ancienne région, entre guillemets. Vous pouvez vous manifester et venir nous rencontrer.
Farida, est-ce que tu peux juste passer la station? Je te remercie. Donc, c'est un projet européen porté par l'agence. Donc, il y a une équipe à votre écoute. Je vous parlais d'Armelle Hulin, qui est ma collègue de Haute-Savoie. On vous propose de venir vous rencontrer ou en visio, d'organiser ce qu'on appelle un plan de transition en 1h30. C'est vous questionner sur ces 3 piliers, numérique, écologique et puis tout ce qui concerne les collaborateurs et votre organisation. Voir où vous en êtes, un peu un autodiagnostic avec vous de votre degré de maturité, voir ce que vous avez déjà mis en place et comment on peut compléter. Alors, soit on pourra vous aider à le compléter avec des dispositifs qui existent déjà, qui sont partiellement pris en charge, etc. Soit, si vous en êtes d'accord, eh bien, on vous proposera d'intégrer ce projet Recentre où des entreprises, enfin des industries, services à l'industrie, seront sélectionnés par département et pourront bénéficier d'un accompagnement d'une hauteur de 10 000 €, donc une prise en charge, avec un consultant qui va répondre vraiment à la carte. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas et qui répondra à vos enjeux, à vous, industrie de ces secteurs-là. Je vous ai mis, alors nos noms, mais surtout l'adresse mail, l'adresse mail recentre@auvergne-rhône-alpes-entreprise.fr où vous pouvez nous contacter. Je pense que le support va être remis. Oui. Donc, voilà, n'hésitez pas. Même si vous n'êtes pas sûr, vous avez des questions, de toute façon, nous, agence, on aura toujours intérêt à être en connexion avec vous sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas. Merci à vous pour ce temps parlé. Merci Isabelle pour cette présentation et puis cette opportunité pour nos entreprises régionales. Je ne sais pas si on a des questions, Aurélie. Non. Okay. Mais peut-être que ça va arriver pendant si vous restez des questions. Donc, sachez qu'au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, comme vous le savez, on est présent sur tous les territoires. Donc, vous retrouvez Isabelle dans l'Isère, Aurélie dans le Cantal et moi-même sur le Rhône. On a d'autres collègues sur tous les territoires. On propose aussi un accompagnement RH pour vous accompagner dans vos transitions. C'est la région et l'Europe qui financent ce dispositif. On aura donc un replay du webinaire. On a une newsletter. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre participation et vos présentations et à vous dire à bientôt. Notre prochain webinaire, c'est le 12 juin et on traitera plutôt le pendant numérique de la transition. On va dire ça comme ça. Merci pour votre participation. Merci à tous pour voilà, vos apports, vos partages. Donc, la présentation sera envoyée, l'enquête, le replay. Voilà. Suite au prochain épisode. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.